Bien, alors, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui de traiter? Eh bien, comme le titre l'indique, ça va être la question des entrées-sorties non bloquantes. C'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment échapper. Dès qu'on fait des choses un petit peu compliquées, en réseau ou en système, se pose en fait assez rapidement la question du non bloquant. Donc, je ne sais pas comment elle a été traitée déjà en système, si elle vous a déjà été traitée, mais bon, je ne sais pas, vous l'avez déjà vu, non? Ouais, ok. Bah là, vous en avez une version pour le réseau qui m'intéresse. Mais c'est toujours la même idée. Enfin, je vais essayer de vous donner d'autres détails. La vision Java du non bloquant, etc. Et puis le contexte, dans le contexte du réseau, qu'est-ce que ça signifie, comment on l'utilise. Voilà. Donc on verra ensuite le pendant de, de l'interface de programmation en C. Et plus tard, voilà, sans doute la semaine prochaine, une fois que j'aurai terminé de vous montrer, de vous expliquer un petit bout du projet. Ok? Donc par défaut en Java, en fait, comme en C, quand vous ouvrez un fichier, vous ouvrez un tube, je sais pas quoi, n'importe quel objet, la plupart des opérations que vous faites sont non bloquantes. Il y a des opérations pour lesquelles ça n'a pas de sens de dire non bloquant, hein, mais il y en a pour lesquelles effectivement ça a du sens. Donc notamment, c'est en général en termes d'entrée-sortie. Voilà. Donc ça veut dire quoi bloquant? C'est le comportement que vous considérez comme étant naturel quand vous programmez. Pourtant, c'est pas forcément le comportement qu'on adopte par défaut dans la vie courante. On est plutôt asynchrone dans la vie courante. Mais en informatique, c'est quand même plus facile de programmer dans les versions synchrones qu'en version asynchrone parce qu'on a des problèmes. Quand on asynchronise, on tombe dans le problème de la concurrence, les problèmes de contention, d'accès multiple et ce genre de choses que j'ai en partie traité quand j'ai parlé des trades et de la concurrence en Java. Donc c'est pour ça que effectivement, naturellement au départ, la plupart des opérations qui pourraient être non bloquantes sont bloquantes, ou qui pourraient être asynchrones sont synchrones dans les langages de programmation. Parce que c'est quand même plus facile, au moins dans le cadre d'un prototypage, d'écrire des choses bloquantes. C'est pas très grave. On n'a pas nécessairement besoin de performance et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous demandez à réaliser une opération, c'est-à-dire que quand vous faites un appel de fonction, eh bien, c'est naturel, hein, quand vous écrivez une fonction à vous et que dans votre programme, vous appelez cette fonction, l'appel, d'une certaine manière, il est bloquant, il est synchrone, puisque évidemment, vous ne revenez de cet appel que quand le code s'est entièrement déroulé. D'accord? Donc, si je me place simplement du côté du code appelant, que j'ignore exactement la nature de la fonction, c'est peut-être même une fonction que je n'ai pas écrite, je vois ça comme bloquant, c'est-à-dire que mon code, là, il est bloqué toute la durée de l'appel. D'accord? Il ne bouge pas, je n'avance pas là-dedans. C'est normal, c'est le comportement synchrone habituel, il n'y a qu'un seul flux d'exécution dans mon programme habituellement, donc tout va bien, c'est quelque chose qu'on apprend dès le départ. Okay? Évidemment, c'est pareil pour n'importe quelle autre opération que vous pouvez faire et qui n'est pas contenue dans votre code, mais un appel de bibliothèque, bon, ça c'est comme si vous l'aviez écrit en fait, hein. C'est une fonction que vous incluez, vous ne l'avez pas écrite, mais vous l'incluez dans votre code, donc tout va bien. Mais c'est aussi le cas pour les appels système, donc je ne suis pas un cours de système, mais les appels système, c'est des fonctions que vous appelez, mais qui ne sont pas dans votre code, hein, d'accord, qui sont dans le code du noyau de la machine, et donc il y a un mécanisme particulier pour faire ces appels système, et la plupart d'entre eux sont synchrones. On fait une opération d'entrée-sortie. Ça fait appel à une fonction dans le système pour réaliser cette entrée-sortie, cette lecture ou cette écriture, et ça c'est bloquant. Tant que la lecture ou l'écriture n'est pas réalisée intégralement, eh bien votre code n'a pas la main. D'accord? Donc vous attendez. Si l'opération d'écriture doit prendre 10 secondes, votre code est bloqué 10 secondes. Donc quand on fait les mesures de temps, on le voit bien, d'ailleurs c'est pour ça qu'on distingue les temps système, les temps de votre propre code, les temps user, etc. Bon, la logique est facile à gérer, c'est très clair que quand c'est synchrone, tout va bien, il n'y a qu'un seul flux d'exécution, tout est synchrone, on ne se pose pas de questions, on attend, puis c'est tout. Éventuellement, on se pose des questions de performance, mais voilà. Le synchronisme est fort, très fort, il n'y a que du synchronisme.
Okay. Bien sûr, vous avez des problèmes, comme dans la vie courante. Vous avez bien d'autres problèmes qui se produisent. C'est gênant, le blocage. On vous prévient qu'on doit relever le compteur EDF chez vous. Et évidemment, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit, je viendrai le 12. Et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez bêtement. Voilà. Alors, vous attendez bêtement, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez à partir de 6 heures du matin, vous attendez toute la journée, et vous faites rien, vous attendez juste que le préposé arrive pour ensuite faire vos trucs. C'est le mode bloquant. Vous comprenez bien qu'il est idiot. Je trouve qu'en mode bloquant, si la personne ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, dans la vie courante, heureusement qu'on n'utilise pas des vrais modes bloquants. D'abord, vous faites autre chose, ou vous arrêtez, enfin, vous abandonnez l'opération en cours. Ok? Donc ça, c'est extrêmement courant. D'accord? Donc c'est embêtant, le mode bloquant, en général, dans la vie courante. C'est surtout très inefficace. Vous êtes obligé d'attendre la fin de l'opération. Donc vous êtes obligé d'attendre que le type vienne. Vous ne savez pas s'il vient. Quand la livraison de colis, c'est le même problème. Hein. Ok? Donc en fait, une entrée-sortie non bloquante, c'est ça, ce que vous voulez, c'est ne pas attendre la fin. Ça, c'est une façon de faire aussi. Ok? Donc vous demandez à réaliser une opération, une écriture, une lecture. Et puis, vous ne voulez pas attendre que cette écriture se termine pour continuer à faire votre travail. Vous dites, ok, l'écriture va se faire, très bien, elle va se faire, vous trouvez quelqu'un pour la faire à votre place, ou pour la réaliser intégralement à votre place, et vous continuez. Bien sûr, ça pose un problème d'asynchronisme, puisqu'il faudra à un moment savoir si tout ça s'est bien fait. Hein, puisque vous n'attendez pas la fin, vous ne pouvez pas savoir au moment où vous récupérez la main si ça s'est produit correctement ou pas, ou si ça s'est bien terminé. Ok? L'autre chose, c'est que si l'opération ne peut pas être réalisée maintenant, c'est pareil, vous ne voulez pas attendre indéfiniment. Hein, ça, c'est important. C'est un comportement dont je vous ai déjà parlé. Hein. Vous allez à la boulangerie, vous souhaitez avoir du pain, il n'y en a pas, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, vous n'attendez pas bêtement. Ça peut durer longtemps quand on fabrique du pain, peut-être même le lendemain matin, alors c'est embêtant. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous adoptez un comportement non bloquant, vous ressortez, vous faites autre chose, vous allez faire vos courses ailleurs. Vous allez, je sais pas où, du marchand de légumes, puis quand vous avez fini d'acheter vos légumes, vous revenez chez le boulanger et vous recommencez. Il y a du pain ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est pareil, vous repartez, vous abandonnez, enfin je sais pas quoi. Mais vous n'attendez pas. Ok? Donc c'est des comportements, vous voyez que les comportements asynchrones dans la vie, ils sont plus naturels, enfin, on sait les gérer mieux. Mais bien sûr, ça pose des problèmes. Hein. Si vous avez absolument besoin de pain, voilà. Il faut tenter votre chance à chaque fois. C'est un peu étrange. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas toujours clair quelle est la différence qu'il y a entre asynchrone et non bloquant en ce qui concerne les entrées-sorties. Ok. Alors, quelle est la différence entre asynchrone et non bloquant? Alors, vous voyez, il y a deux choses. Quand vous faites une requête, il y a le fait de faire la requête et le fait de réaliser cette requête. Je veux demander à écrire et je veux faire l'écriture. C'est deux choses différentes. Pour faire l'écriture, il faut d'abord demander. Ça, c'est sûr. Hein? Bon. Alors, l'asynchronisme, ça correspond au fait que vous ne voulez pas être bloqué pendant que l'opération se réalise. Et puis, le non bloquant, en fait, ça dépend des différents scénarios. Alors, prenez celui-ci. Okay, vous voulez remplir votre baignoire, votre piscine avec de l'eau. Et puis vous listez tous les cas possibles qui vous permettent ou ne vous permettent pas de le faire. Alors, évidemment, la première chose, si vous voulez remplir votre baignoire, vous ouvrez le robinet. Puis vous avez les deux cas. Il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau qui coule. Et vous devez prendre une décision. Hein. S'il y a de l'eau qui coule, il y a déjà deux décisions à prendre. Est-ce que vous attendez bêtement que la baignoire se remplisse ou est-ce que vous allez faire autre chose? Alors, si vous attendez que la baignoire se remplisse, eh bien, c'est bloquant synchrone. Si vous ouvrez qu'il y a de l'eau et que vous dites ok, je vais pas attendre bêtement, je vais aller faire autre chose. Donc là, j'ai suggéré pendant de préparer votre bain, d'en profiter pour faire le repassage. Eh bien, le comportement, il est asynchrone et non bloquant. Vous n'attendez pas et en plus la requête se fait en arrière-plan, si j'ose dire. Par contre, si vous ouvrez le robinet et qu'il n'y a pas d'eau, c'est pareil. Quelle est la décision que vous devez prendre? Est-ce que vous attendez
que de l'eau coule, vous pouvez attendre. Hein. Donc ça, c'est le comportement bloquant. Là, on parle même pas d'insynchronisme, puisque de toute façon, il n'y a pas d'opération derrière. Ou alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ok, il n'y a pas d'eau, je reviendrai plus tard. Vous prenez soin quand même de fermer le robinet pour éviter les problèmes. Donc vous fermez le robinet, puis vous dites, je retenterai ma chance plus tard, je prendrai mon bain demain. Ou la semaine prochaine. Ou dans un mois. D'accord? Donc asynchrone, c'est plutôt quand on parle de la réalisation. Est-ce que vous attendez la fin de l'opération que vous avez demandée? Oui ou non? Et le caractère bloquant, c'est simplement, est-ce que vous attendez que la requête puisse être réalisée ou pas? Ok? C'est une distinction, voilà. En général, au quotidien, on la fait pas, enfin, on oublie ces distinctions, mais c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, sur Unix, vous faites plutôt du non bloquant, on parle pas tellement d'asynchrone. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça en réseau? Eh bien, ça se produit dans plein de cas possibles. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de gérer des serveurs web ou d'avoir à faire une gestion, enfin de configurer des serveurs web pour fabriquer des sites internet ou je ne sais pas quoi. Un grand classique, c'est des serveurs à double entrée. Quand je dis double, triple, quadruple, ça n'a aucune importance. À plus qu'une entrée. Souvent, on considère que les serveurs, ils ont quoi? On s'imagine, le cas toujours le plus simple. Donc, vous avez un serveur web qui est capable de servir des documents via le protocole HTTP. Et ça, c'est un serveur. Donc, je sais pas, vous prenez le serveur Apache, qui est le plus répandu, il y en a plein d'autres, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui fait ce serveur? Alors, on peut imaginer, maintenant, j'ai les éléments pour essayer d'imaginer ce que ça fait un serveur web. Bon, il se trouve que le protocole HTTP, le port par défaut du protocole HTTP, c'est 80. Donc le port HTTP, c'est 80. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous connectez sur une machine sur le port 80 et que vous avez une connexion qui est acceptée, le langage avec lequel vous devez échanger sur ce canal que vous avez obtenu, c'est le langage HTTP qui est décrit par une norme qui est relativement compliquée maintenant, même si dans la version de base, il n'y a pas grand-chose. La version de base, le protocole HTTP, c'est quand vous tapez une URL dans votre navigateur, ça crée une connexion vers la machine sur le port 80, et puis ça demande le document dont le nom est indiqué derrière. Quand vous avez écrit HTTP : un nom de machine, je sais pas quoi, 3W, machin, et que vous avez écrit quelque chose par derrière, ça veut dire que vous demandez ce document-là sur le serveur qui est ici, en conversant avec le protocole HTTP sur le port 80. En plus, sur le port 80, en mode TCP. Donc on est en mode connecté avec le protocole HTTP. Ok. Et pour demander le document qui est là, il y a une requête toute simple, ça c'est la requête GET. Vous faites GET, un espace, en gros ce qu'il y a derrière. Et à peu de choses près, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il décode ça et il vous dit ça a marché ou ça n'a pas marché. Okay, si ça a marché, il vous donne le document. Donc c'est aussi bête que ça, HTTP, ça fait rien de plus. En tout cas, le mode de fonctionnement par défaut. Après, on peut négocier des tas de choses, avoir la version anglaise du document, ou préférer, je sais pas quoi. On peut indiquer des tas de choses. Peut-être que je passerai un certain temps à détailler ça, un de ces quatre. Parce que peut-être vous ne connaissez pas tous les détails de HTTP. Il y en a pas mal, et il y en a qui sont intéressants à connaître. Donc on verra, ça dépendra du temps, de mon humeur, de mon envie, de la vôtre, etc. Donc en tout cas, voilà, on s'imagine qu'en fait un serveur HTTP, donc on s'imagine que sur cette machine-là, il y a un serveur qui tourne, qui attend en TCP sur le port 80, et qu'il reçoit des requêtes, il les accepte, il converse avec le protocole HTTP, tout va bien. En fait, ces machines-là, vous pouvez les configurer de telle sorte que, rappelez-vous que ça c'est un nom Internet, rien n'interdit en fait que plusieurs noms Internet vous amènent sur la même machine. Donc déjà, on peut vouloir faire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, un même serveur, selon la façon dont vous l'appelez, il va se comporter différemment. Pourquoi pas? Ok?
Donc on peut très bien imaginer, par exemple, hein, être sur une machine qui a deux interfaces. Je ne dis pas que c'est réaliste, je ne dis pas qu'on fait ça au quotidien, etc. Les problèmes de sécurité, je préfère pas en parler, mais vous êtes sur une machine, M, et puis cette machine, en fait, elle sert aussi à faire le pont entre l'Internet, le monde hostile de l'Internet, disons, et puis le monde sécurisé de votre intranet. Alors, en général, c'est des machines à double entrée, c'est-à-dire qu'en fait, elle a deux interfaces, cette machine-là. Okay, elle est à la fois branchée sur l'Internet via l'extérieur, elle fait le pont, quoi, c'est la façade, disons, et puis elle est à la fois branchée sur votre réseau ici, qui est caché, qui n'est pas directement branché sur Internet, peu importe les détails. Mais vous avez ce genre de choses qui se produisent un peu partout ici, à différents niveaux, même dans l'université, mais ça se fait un peu partout. Donc cette machine, elle peut très bien avoir deux interfaces. Et on peut avoir envie que quand on interroge le serveur web de cette machine, donc on imagine que sur cette machine-là, il y a un serveur web, un serveur HTTP, disons. Je ne devrais pas dire serveur web, c'est un serveur HTTP. Eh bien, qu'est-ce qui se produit ? Selon que vous interrogez ce serveur web depuis l'intranet ou depuis l'internet, eh bien, vous allez avoir des choses différentes. Si vous l'interrogez depuis l'internet, vous allez avoir des documents publics qui décrivent votre magnifique entreprise et pour dire que vous vendez les meilleurs produits du monde. Alors que si vous interrogez depuis l'intranet, vous allez par exemple avoir des documents internes qui ne sont pas diffusés aux autres, etc. Enfin, ok. Donc vous pouvez très bien vouloir le faire avec un seul serveur. Et ce serveur, selon que les messages arrivent de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est le même serveur, c'est pas deux. Je pourrais très bien en mettre deux. Un ici, qui écoute sur cette interface-là, et un autre qui écoute sur cette interface-là. Non, là, ce que je suis en train de dire, c'est que j'en ai un seul qui écoute sur les deux. Et le problème, c'est qu'évidemment, si vous avez un objet qui écoute sur les deux, comment vous faites ? Ok, je vais écrire un truc comme ça. Si supposons que je ne connaisse que le comportement synchrone bloquant. Oui, ok, j'ai deux canaux, j'ai le canal 1 et le canal 2. Alors mon serveur, c'est je vais attendre quelque chose sur le canal 1, puis je vais attendre quelque chose sur le canal 2. Si vous attendez, vous êtes obligé de faire un choix. Votre algorithme, il est séquentiel, donc vous êtes obligé de faire une instruction avant l'autre. Donc si vous faites attendre sur le canal 1, que c'est bloquant, qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive jamais rien sur le canal 1 ? Les pauvres clients qui interrogent sur le canal 2, il ne se passe rien pour eux. Puisque c'est bloquant ici, il ne se passe rien. Et tant que vous n'avez rien ici, vous ne faites rien de l'autre côté. Vous pouvez faire toutes les manips que vous voulez. Si vous restez en mode bloquant, vous n'aurez jamais rien d'intéressant. Vous pouvez inverser les deux instructions, ça ne règle pas le problème. La situation symétrique est tout aussi problématique. Ok ? Bon, alors que faire ? Que faire ? Le seul choix que vous avez, c'est d'utiliser le mode non bloquant. Alors, vous avez plein de stratégies différentes. Vous avez en fait plein d'éléments pour résoudre cette question-là déjà. Le premier, c'est, j'ai tout compris, j'étais là au cours numéro je sais pas quoi, les trades. Ah oui, vous pouvez faire des activités différentes. Après tout, quel est votre problème ? Vous voulez écouter en mode bloquant sur le 1 et en mode bloquant sur le 2 ? Pas de souci. Vous allez faire un trade qui écoute en mode bloquant sur le 1, puis un autre trade qui écoute sur le canal 2 en mode bloquant. Ça n'est pas un problème. Vous avez bien deux entités différentes qui écoutent chacune en mode bloquant sur un canal différent. Pas de problème. Les deux entités sont en mode bloquant, mais ça n'est pas gênant parce que comme ce sont deux entités qui sont concurrentes, ça revient à faire, si vous considérez l'entité dans son ensemble, ça revient à faire de l'asynchronisme ou de la concurrence, et donc vous écoutez en parallèle, entre guillemets, sur 1 et sur 2, ou vous écoutez en concurrence sur 1 et sur 2. Alors évidemment, vous n'avez pas le choix, quoi que vous fassiez, vous déplacez le problème. Donc la difficulté qui était levée par le bloquant, vous la levez comment ? Vous introduisez un autre mécanisme et vous déplacez le problème, parce qu'il faut gérer la concurrence. Vous avez deux trades. Ces deux trades peuvent avoir besoin de manipuler des choses communes. Et donc, il va falloir régler les problèmes. Vous avez des problèmes de verrou, d'accès concurrent, et je ne sais quoi.
puisque vous avez deux threads, un qui gère le 1, le canal 1, et un qui gère le 2. Le problème, c'est que ce serveur, eh bien, il a les mêmes ressources pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous voulez maintenir des informations, avoir des tables. Ces tables sont partagées. Si vous avez deux threads qui essaient d'accéder à ces tables pour faire des choses, je ne sais pas quoi, maintenir des informations relatives aux connexions, eh bien, il va falloir vous retomber dans le problème de la concurrence et de la contention et de l'accès exclusif à des ressources. Il faut mettre des verrous, des synchronises, et on tombe dans des problèmes que je vous ai déjà montrés et que vous avez sans doute manipulé en partie, plus ou moins, en TP, j'imagine, ou vous-même par ailleurs. Bon, ok, vous pouvez vous en sortir avec les threads, c'est une façon de faire. Hein. Oh, très bien. Je dois même vous dire que les threads sont beaucoup employés en Java, justement, pour pallier au non-bloquant. Il y avait d'ailleurs pendant longtemps, dans Java, aucun moyen de faire du non-bloquant autre que manipuler les threads. C'était comme ça. Donc, vous aviez un encouragement fort, dès que vous vouliez faire des choses un peu compliquées en Java, eh bien, à manipuler, à utiliser les threads pour obtenir votre mode non-bloquant, d'une certaine manière. Ok, alors il y a un autre truc, en fait, bien sûr on oublie de faire ça, mais c'est assez faible, vous allez le voir. Il y a un autre truc, vous dites, ouais, mais ok, les threads, c'est peut-être un peu trop violent d'utiliser ça. En fait, si vous regardez les interfaces entrée-sortie, vous apercevrez que vous avez déjà des choses pour faire plus ou moins du non-bloquant. Mais c'est très primitif, notamment pour la lecture. Pour la lecture, si vous êtes au niveau des streams, donc je vous rappelle au bas niveau, hein, au niveau des octets, manipulation des octets. Stream. Quand vous êtes au niveau reader-writer, c'est que vous manipulez déjà des choses de haut niveau, donc notamment des chars. Quand vous êtes au niveau des streams, regardez dans un input stream, donc pour la lecture, il y a une méthode qui s'appelle available. Et cette méthode, elle fait quoi? Elle vous permet de savoir s'il est possible de réaliser une opération de lecture. Elle ne fait pas la lecture. Hein. Elle vous permet de savoir si vous tentez une lecture, si ça va marcher. Et ce qu'elle vous dit en fait, c'est qu'elle vous dit combien d'octets pourront être lus. Donc si available vous renvoie 123, ça veut dire que vous avez la garantie de pouvoir lire 123 octets tranquillement. Peut-être qu'il y en a 124, hein. Peut-être qu'il y en a plus. Mais 123, c'est sûr. Au-delà, pour l'instant, on ne sait pas. Donc finalement, vous pouvez obtenir un mode non bloquant. Pourquoi? Parce qu'avant de faire toute lecture, qu'est-ce que vous faites? Vous testez avec available. Si available vous renvoie un nombre strictement positif, c'est qu'il y a quelque chose à lire, et donc vous allez pouvoir vous engager dans la lecture bloquante, sachant que de toute façon, ok, elle est bloquante synchrone, mais de toute façon, il va y avoir une lecture possible, puisqu'on vous a dit qu'il y en avait. Si available vous renvoie un nombre nul, 0, là, justement, vous pouvez adopter votre comportement non bloquant. Ça veut dire, pour l'instant, le système n'est pas capable de vous garantir que la lecture sera possible. Il vous dit donc, je ne peux vous garantir que 0 octet. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites autre chose, vous allez faire un tour. Hein, c'est le comportement, il n'y a pas de pain à la boulangerie, vous allez faire votre tour. Available, c'est le nombre de baguettes qu'il y a, que vous pouvez acheter à un instant T à la boulangerie. Ok? Quand on est au niveau de la lecture pour les readers, c'est déjà beaucoup plus faible. En fait, ce que vous obtenez, c'est simplement un booléen. Donc, vous avez une opération qui s'appelle ready, qui vous renvoie un booléen, qui vous dit simplement il y a quelque chose à lire. Vous ne savez même pas combien. Alors, s'il y a quelque chose à lire, la seule garantie que vous avez, c'est un char. Hein. C'est un peu faible, mais enfin... Donc, c'est un peu réduit. C'est un peu plus réduit qu'avec les streams, mais c'est comme ça. Ok? Pour l'écriture, rien du tout. C'est-à-dire que si vous tentez, vous n'avez pas de moyen de savoir si une écriture va fonctionner. Le seul moyen de le savoir, c'est que vous la tentez. Et les écritures sont bloquantes. Donc ça peut prendre le temps qu'il faut pour vous apercevoir que finalement ça ne marche pas. Hein, peut-être pas au bout d'une heure, là, vous avez un problème sur le disque, la machine essaye, je ne sais pas quoi, et ça met une heure, au bout d'une heure, elle vous dit ça ne marche pas. Et c'est bloquant, vous êtes obligé, votre code, quand vous avez fait le write, vous attendez la réponse. Ok. J'exagère un peu, mais il y a des stratégies qui sont employées dans les JVM, dans vos systèmes, pour vous faire croire que tout ça marche, et pour vous éviter d'être bloqué, mais je préfère éviter de rentrer dans les détails, on serait plutôt dans un cours de système, c'est pas le cas ici. Mais, ok. C'est la question des bufferisations par les systèmes.
Mais néanmoins, c'est ça que ça veut dire. Bon, alors ok, je peux employer les threads. J'ai une version super faible du non bloquant pour la lecture avec available et ready. Mais peut-être que j'ai d'autres moyens. Eh bien oui, en Java, vous avez d'autres moyens maintenant pour faire vraiment du non bloquant. Ok. En particulier, eh bien c'est le package Java NIO qui vous permet de faire ça. Donc le package Java IO et JavaNet, tout ce que vous utilisez là-dedans, par défaut, c'est bloquant. Vous ouvrez un fichier, vous ouvrez une connexion réseau, TCP, vous vous mettez à faire une lecture. S'il n'y a rien à lire, vous attendez. Vous avez bien vu que tous les serveurs qu'on a écrits, tous les je sais pas quoi, les récepteurs qu'on a vus jusqu'à présent, même en UDP, hein, vous tentez une lecture, et ben la lecture, vous attendez que quelqu'un vous envoie un message. Et ça peut durer aussi longtemps qu'on peut imaginer, c'est-à-dire la fin des temps, si nécessaire. Donc le package Java NIO, en fait, il vous sert à ça. Le non bloquant est utile. Les threads, c'est pas forcément une excellente solution. Hein, c'est parfois. Donc, on vous offre ce package pour faire vraiment des entrées-sorties non bloquantes. Bon, c'est un peu sportif, mais enfin, il faut s'y habituer, pourquoi pas. En tout cas, vous avez une certaine efficacité qui vous est garantie à travers Java NIO. Si vous voulez vraiment faire des entrées-sorties non bloquantes avec des threads, c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors, quels sont les objets qui sont exportés par le package Java NIO, ou visibles ou intéressants? Il y a plus d'objets il y a plus de classes, il y a plus de concepts que ce que je vais vous présenter, mais je vous donne l'essentiel. Ceux qui nous sont a priori utiles au départ. Et la première chose, c'est que on a le concept de channel, le concept de canal. Donc ceux avec quoi on va communiquer ou ceux qu'on va manipuler pour réaliser des entrées-sorties non bloquantes, ça s'appelle des canaux. Donc ce ne sont pas des fichiers, ce ne sont pas des sockets, ce ne sont pas des machins, ce sont des canaux. On va voir quel est le lien entre les canaux, les sockets, les fichiers, etc. Mais l'objet de base, c'est ce qu'on appelle un canal. Et c'est d'une certaine manière une abstraction canal pour pas faire grand chose. Hein. Si vous regardez channel, c'est une interface où il y a deux méthodes. Donc un channel, la seule chose que vous pouvez faire, c'est close. Et puis tester si c'est ouvert, si votre canal est ouvert avec isOpen qui vous dit vrai ou faux. Vous allez me dire c'est un peu faible, on ne fait pas grand chose avec les canaux. Mais bien sûr, il y a plein de sous-types à channel. Avec les opérations adéquates, on a des readable channel, des writable channel et toutes les variantes possibles. Hein. Donc channel, c'est vraiment le type le plus haut et qui contient évidemment toutes les opérations communes à tous les channels possibles. Et donc les seules opérations communes à tous les channels, c'est tester si un channel est open, un canal est ouvert ou pas, et éventuellement le fermer. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous avez comme channel? Quels sont les channels qui vont vous intéresser? Il y en a plein, mais les trois qui nous intéressent ici sont, sans trop de surprise, Server Socket Channel, Datagram Channel et Socket Channel. Normalement, vous devriez avoir deviné à quoi servent ces channels. Server Socket Channel, ça va être un canal permettant de réaliser les mêmes opérations qu'une Server Socket, mais en mode non bloquant si vous le souhaitez. Pour Socket Channel, c'est une socket, donc TCP, mais qui va vous permettre de réaliser les opérations qu'on peut faire avec une socket en mode non bloquant. Et le dernier, Datagram Channel, pareil, c'est la version canal des Datagram Sockets, et donc des conversations UDP en mode non bloquant si vous le souhaitez. C'est-à-dire que serveur socket, socket, datagram socket, c'est nécessairement bloquant. Toute opération réalisée sur ces objets-là sont forcément bloquantes. Quand vous en prenez la version channel, vous pouvez choisir. Est-ce que vous les faites en bloquant ou en non bloquant? Ok? Voilà. Alors, ok, il y a plein de trucs, mais Datagram Channel et Socket Channel, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont une super classe intermédiaire entre Datagram Channel et Socket Channel, et le channel qui est tout en haut, il y a plein d'intermédiaires,
Je ne les ai pas en tête, c'est pas le plus important, mais il y en a un qui est important de connaître, c'est byte channel. C'est-à-dire ce que vous manipulez, en fait, ce sont des bytes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Alors, vous pouvez les utiliser pour faire quoi? Eh bien, puisque ce sont des datagram channel et des socket channel, par nature, ce sont des canaux TCP ou UDP, donc. Et donc, sur un canal TCP ou UDP, a priori, vous pouvez lire ou écrire. Donc, ils sont, ces deux objets datagram channel et socket channel, ce sont des readable byte channel et des writable byte channel. Ok? Vous pouvez lire ou écrire des bytes. Voilà. En mode bloquant ou en mode non bloquant. Alors, pour serveur socket channel, lui, par contre, évidemment, sur une serveur socket, vous ne lisez pas et vous n'écrivez pas. Je vous rappelle, une serveur socket, ça vous sert juste à initier la connexion. Vous créez votre socket, vous faites votre bind, je ne sais pas quoi, vos opérations d'association avec les adresses de lecture et les ports qui vont bien, ou le port qui va bien. Et vous faites quoi? Vous faites votre accept. C'est-à-dire, le serveur socket sert simplement à attendre des connexions entrantes. Et quand une connexion entrante est acceptée, qu'est-ce qu'il vous renvoie? Il vous renvoie une socket avec laquelle vous allez pouvoir communiquer. Ça joue le rôle du standard, en fait, le serveur socket. D'un standard téléphonique. Mais sur un serveur socket, vous ne pouvez ni lire ni écrire. Donc en fait, la seule opération qui est intéressante sur les serveurs socket et donc sur les serveurs socket channel, c'est accept. Cet accept-là pouvant aussi être réalisé, bien sûr, en mode bloquant ou non. Par défaut, sur une serveur socket, accept, c'est bloquant. Si personne ne se connecte, vous êtes bloqué dans votre accept. Tant que personne ne se connecte. Maintenant, avec un serveur socket channel, vous allez pouvoir décider si vous voulez le mode bloquant ou non. Donc vous pouvez tenter un accept. S'il y a quelqu'un, vous prenez la connexion. S'il n'y a personne, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez faire autre chose. Très bien. Alors, il se trouve que ces classes, vous ne pouvez pas les instancier directement. Vous ne pouvez pas les construire en faisant un new. Ça ne marche pas comme ça. Alors, comment est-ce que ça marche? Il faut passer par ce qu'on appelle une méthode usine ou une factory, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous voulez savoir ce que c'est ce qu'on appelle un design pattern, c'est un classique. Je vais pas vous parler de ça, mais il suffit de vous renseigner. Vous n'êtes pas obligé. Le premier design pattern dont on parle souvent, c'est la factory. Il y a des versions de factory différentes. C'est les usines. C'est-à-dire qu'en général, en fait, dans le monde des objets, on fait exactement comme dans la vie courante. Moi, quand j'ai besoin d'une voiture, je ne la fabrique pas. C'est sûr que personne ne fabriquera jamais une voiture ici dans sa vie, mais par contre, vous en posséderez probablement, sauf s'il n'y a plus de pétrole, vous arrêterez d'en acheter. Mais vous ne fabriquez pas les voitures, vous ne fabriquez pas vos frigos, et voilà. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous achetez des objets qui sont fabriqués par une usine. Donc en objet, on va faire pareil. En programmation objet, une bonne façon de faire, ça n'est pas de fabriquer vous-même les objets, c'est-à-dire ce n'est pas de faire new, c'est de vous adresser à une usine qui, elle, fera l'opération magique à votre place. Donc c'est exactement ça. Si je veux fabriquer un datagram channel, je ne fais pas new datagram channel, je vais m'adresser à l'usine des datagram channel et je vais dire donne-moi un datagram channel. Ok? Et cette usine, elle porte le nom de datagram channel, ça tombe bien. Vous faites datagram channel open, c'est une méthode statique de la classe datagram qui vous renvoie quoi? Qui vous renvoie une instance. Vous ne savez pas comment c'est fabriqué, ça ne vous regarde pas. C'est ça le truc. Ok? Et pareil pour serveur socket channel. Vous ne faites pas new serveur socket channel, ça n'est pas possible. Les constructeurs sont cachés. Ils sont ou protected ou private. Je ne sais plus. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas les appeler directement. Donc la seule façon de faire, c'est de passer par une méthode statique d'une certaine classe qui va vous en fabriquer un à votre place. Donc qu'est-ce que vous faites? Il se trouve que cette usine, c'est la classe serveur socket channel elle-même. Donc vous voulez créer un serveur socket channel open. Méthode statique de la classe serveur socket channel. Même punition pour serveur channel open. Ok, ça crée les objets correspondants. On passe par des usines, très bien. Je sais instancier ces objets-là. Ok? Le problème, c'est que vous voyez que la méthode open, elle ne fait pas grand-chose. Je n'ai pas de paramètres pour la méthode open. Donc je crée un datagram channel, je crée une socket channel, je crée une serveur socket channel. Ils ne sont pas connectés, ces machins. J'ai jamais indiqué de numéro de port, j'ai jamais indiqué de numéro IP, rien. Donc comment est-ce que je fais pour les connecter? Il va falloir
les connecter autrement. Alors il se trouve que maintenant il y a un lien. Il se trouve que entre les datagrammes socket et les datagrammes channel, c'est pas éloigné. Hein. Dans les deux cas, ça fait la même chose, mais il y a un truc où, dans le cas des channels, ça peut faire les choses en mode non bloquant. Mais ça fait les mêmes choses que l'autre. En fait, ce que vous avez, c'est que à l'intérieur d'un datagramme channel, ce qui est caché, c'est une datagramme socket. Elle est cachée à l'intérieur. Okay. Et pareil, dans une serveur socket channel, dans un canal serveur socket, à l'intérieur, vous avez une serveur socket. Et puis, dans un socket channel, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une socket. Et pour chacun de ces objets-là, vous pouvez récupérer justement l'objet correspondant. C'est-à-dire, si vous avez un trucmush channel, si vous voulez récupérer le trucmush qui est caché dedans, en tout cas pour les sockets, vous récupérez le socket. Donc, si vous avez un datagram channel, vous voulez récupérer la datagram socket qui est à l'intérieur, vous prenez votre datagram channel et vous appelez la méthode socket. Qu'est-ce que vous récupérez? La datagram socket. Comme c'est une datagram socket, vous pouvez utiliser toutes les opérations qui vous permettent de positionner l'adresse IP, je sais pas quoi, faire toutes les opérations qui vont bien avec. Ok? Donc, comme d'habitude, vous pouvez paramétrer évidemment cette socket comme bon vous semble. Ok? Alors, dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une datagram socket, à l'intérieur d'un serveur socket et à l'intérieur d'une socket, vous pouvez récupérer le channel correspondant. Alors faites attention, ça ne marche pas à tous les coups. Si vous créez une simple socket bêtement, normalement avec socket, il n'y a pas de channel. Normalement. Par contre, si vous avez créé un channel, à l'intérieur de ce channel, il y a une socket, et dans cette socket, il y a bien sûr le channel. Donc le dessin que je pourrais éventuellement faire est le suivant. Vous avez les objets du monde habituel qui sont dans Java IO ou Java Net. Donc ici, en l'occurrence, on est dans Java Net. Donc on a les objets, je sais pas quoi, les serveurs sockets. Vous avez les sockets, les datagrammes. Bon, ok. Si vous les créez de ce côté-là, ça crée des machins comme ça. Si vous êtes dans le paquet Java NIO et que vous créez une socket channel, ce que ça fait, c'est que ça crée immédiatement de l'autre côté une socket. Quand vous avez votre socket channel, que vous voulez récupérer la socket, vous faites socket. Quand vous avez la socket dont on sait qu'il y a un channel qui correspond, vous faites get channel et vous récupérez le machin qui est de l'autre côté. Ces deux objets se connaissent. Bien sûr, si vous avez une socket ordinaire, quand vous faites get channel, vous n'avez pas de garantie que vous obtiendrez un channel. Bon, ok. D'accord? Donc en fait, ça crée, quand vous créez des channels, ça crée des paires d'objets. Ok? Ça crée un objet du côté NIO et puis un objet du côté, disons, net ou IO. Ok? Donc c'est ce que j'ai symbolisé ici par la méthode getChannel qui vous renvoie un objet du bon type. Hein. C'est-à-dire si vous êtes si vous êtes dans socket, vous faites getChannel, ce que ça vous renvoie c'est une socket channel. Si vous êtes dans serveur socket, vous faites getChannel, ça vous renvoie un serveur socket channel. Si vous êtes dans datagram socket, que vous faites getChannel, ça vous récupère un datagram channel. Ouf! Alors, maintenant que vous avez un channel, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces channels? La même chose que sur les autres. Un serveur socket, un serveur socket channel, évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est accept, en gros. Hein. Et puis sur un socket channel ou sur un datagram channel, vous pouvez faire les read et les write, en gros. Ok, très bien, vous pouvez communiquer. Bien sûr, vous pouvez le faire en mode bloquant ou non bloquant. Donc, ce qui est rajouté, c'est la possibilité dans les channels de choisir si le canal correspondant, il se comporte en mode bloquant, oui ou non. Et vous avez des méthodes, évidemment, pour modifier ce comportement ou connaître le comportement. Donc la méthode configure blocking, devinez ce qu'elle fait, elle prend un paramètre booléen, et si vous mettez vrai, donc true, eh bien le canal correspondant, il est en mode bloquant,
Si vous mettez false, il est en mode non bloquant. Et vous pouvez changer ce comportement quand bon vous semble. Vous avez un canal, pendant un certain temps il se comporte en mode bloquant, vous pouvez le placer en mode non bloquant, puis après le refaire basculer en mode bloquant, quand ça vous chante. Bien sûr, si je vous donne un channel, je ne vous dis rien, vous avez parfois besoin de savoir si est-ce qu'il est bloquant ou pas au fait. Donc vous avez une méthode pour tester, savoir quel est son comportement actuel. Donc je vous transmets moi un channel, vous avez besoin de savoir s'il est bloquant ou pas, parce que en fonction de ça, vous allez faire des choses différentes. Bah, vous testez avec isBlocking, ok? Ça vous renvoie le boulet. Hein. Alors faites attention, parce qu'il ne faut pas modifier ce comportement bloquant n'importe quand. En gros, pour l'instant, c'est pas gênant. Si vous le modifiez, là, ça marchera bien comme bon vous semble. Mais plus tard, on va voir ces histoires de selectors. Et dès que vous allez employer des channels à l'intérieur des selectors, ne modifiez pas le caractère bloquant ou non bloquant. Ça ne changera pas. Enfin, ça ne fera pas ce que vous attendez. Méfiez-vous, vous aurez des ennuis si vous faites ça. Alors, que sont ces histoires de selectors? Pour l'instant, j'ai pas de problème. J'ai des channels, je peux choisir s'ils sont en mode bloquant ou non bloquant. Mais pour l'instant, je ne fais pas d'entrée multiple. Hein. J'ai un channel pour gérer ça, j'ai un channel pour gérer ça, je peux passer en mode non bloquant. Très bien. Le problème, c'est que ça ne résout pas intégralement ma question. Ben, bien sûr, je peux. Vous voyez que mon algorithme, j'aurais dû l'écrire. J'aurais pu maintenant écrire mon serveur en mode non bloquant. J'aurais bien le comportement attendu de l'extérieur, mais j'aurais pas un comportement super satisfaisant. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais fait ça? Ben, maintenant, je peux faire effectivement attendre non bloquant canal 1. Donc l'algorithme hein, pour mon serveur, ça peut être ça. Donc, je sais pas, je mets des bêtises, hein, mais. Donc j'attends en mode non bloquant sur le canal 1. Si c'est OK, ça veut dire que bah, très bien, en fait, il y a quelque chose que je peux faire. Donc je vais traiter la requête. Et puis je vais faire if attendre non bloquant canal 2. Et si c'est OK, je sais pas quoi, eh bien je fais traiter la requête. Et puis qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ça dans un while jusqu'à la fin des temps. Donc mon serveur, hein, c'est simple, hein. Il regarde sur le canal 1. S'il y a quelque chose, il le fait. S'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sur le canal 2. Il regarde sur le canal 2. S'il y a quelque chose, il le fait. S'il n'y a rien, il recommence. Donc ad vitam aeternam, il fait ça. Il y a quelque chose, je le fais. Il y a quelque chose, je le fais. Il y a quelque chose, je le fais. S'il n'y a rien, hein, ben il fait quoi? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, de l'extérieur, c'est intéressant, hein. J'ai bien le comportement non bloquant, il n'y a pas de souci. Que les gens arrivent de canal 1 ou du canal 2, il n'y a pas de souci, ils finiront par être servis. Tout marche bien. Mais de l'intérieur, j'ai un petit souci. Ça marche, mais je fais quelque chose d'extrêmement... Enfin, qu'il est déconseillé partout de faire, et qui est vraiment pas bon, c'est que ce que vous faites ici, ça s'appelle de l'attente active. C'est quoi l'attente active? Ben c'est... Donc là, je suis dans un mode un petit peu particulier. Dans la vie réelle, je vais essayer d'imaginer le scénario bête auquel ça correspond. J'ai à la fois besoin d'un truc chez le boulanger et puis chez le marchand de légumes. Donc je vais chez le boulanger, il n'y a rien. Je vais chez le marchand de légumes, il n'y a rien. Donc je retourne chez le boulanger, il n'y a rien. Je vais chez le marchand de légumes, il n'y a rien. Et je fais ça tout le temps. Vous comprenez que je perds mon temps, hein. Parce que je gâche surtout beaucoup d'énergie, hein. Je n'arrête pas de passer de l'un à l'autre. La machine, elle fait pareil, hein. Ok, vous dites elle fait rien, mais c'est pas vrai, elle fait pas rien du tout, hein. Elle teste s'il y a quelque chose à faire. S'il y a rien à faire, elle teste s'il y a quelque chose à faire sur l'autre. S'il y a rien à faire, elle reteste. Donc en fait, c'est pas vrai, elle passe son temps à tester. Et à tester, à rien faire. Dans la vie courante, c'est pas ça qu'on aimerait. Ce que vous dites, c'est ok. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de légumes. Ok, bah ce que je vais faire, je vais aller me coucher. Et puis je vais demander au boulanger de me rappeler quand il aura du pain. Et puis au marchand de légumes de me rappeler quand il y aura du pain. Donc ce que vous voulez, c'est aller dormir. Vous ne voulez pas perdre de l'énergie à faire des allers-retours pour rien. Donc l'attente active, c'est très mauvais. Parce que si vous faites de l'attente active dans vos machines, qu'est-ce que ça fait? L'effet immédiat avec les machines modernes, c'est la température, elle monte. Hein. Puis le ventilateur, il se met à souffler. Pourtant, votre application, elle fait rien. Personne ne se connecte, il n'y a rien à faire.
Mais votre machine, quand il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à « j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire ». Et ça consomme de l'énergie, bien sûr. Donc le ventilateur tourne, vous dites « mais c'est bizarre, il ne se passe rien dans ma machine, je fais rien ». Bah, si, vous faites de l'attente active. C'est-à-dire justement, quand il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous faites? Vous consommez un max d'énergie. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mieux passer son temps à consommer de l'énergie quand on en a besoin. Donc il faut, ok, j'ai le droit au mode non bloquant, mais il faut faire attention, hein. Bien sûr, ça c'est la punition. Le mode non bloquant, il faut éviter l'attente active. Alors qu'est-ce que vous aimeriez bien en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez bien en fait avoir une opération qui, elle, est bloquante et qui attend quoi? Qui attend justement que quelque chose arrive sur le 1 ou le 2. Et quand quelque chose arrive sur le 1 ou le 2, on vous dit « Ah, il y a quelque chose qui est arrivé sur le 1 » ou « Il y a quelque chose qui est arrivé sur le 2 » et vous faites quelque chose. Ok? Donc c'est vraiment le scénario, vous allez vous coucher et quand le boulanger il a du pain, il vous rappelle. Il vous dit « Je suis boulanger, il y a du pain ». Et quand il y a quelque chose chez le marchand de légumes, il vous rappelle « C'est bon, il y a des tomates ». Si vous aimez les tomates. Donc ça, ce sont les sélecteurs, c'est à ça que servent les sélecteurs. Le sélecteur, c'est ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de dire quels sont les ensembles des opérations par lesquelles vous êtes intéressé. Chacune de ces opérations pouvant être bloquantes ou non bloquantes, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais dès qu'une opération dans cet ensemble-là est possible, eh bien, on va vous réveiller. Si rien n'est possible là-dedans, vous êtes endormi. Donc la sélection, hein, vous voyez, de savoir qui fait quoi, machin, c'est la machine qui se débrouille pour rendre les choses, disons, pour que l'intégralité de l'opération d'attente sur plusieurs canaux en même temps, eh bien, se fasse de façon bloquante. Donc réintroduire du bloquant là où vous voulez du non bloquant, pour éviter les attentes actives. Le seul moyen d'éviter l'attente active, c'est de faire du bloquant. Bon, alors, ce sont les sélecteurs. Alors, ok, donc un sélecteur, comme je l'ai dit, hein, c'est un ensemble d'opérations que vous voulez tester en même temps, chacune pouvant être individuellement bloquante ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais l'opération elle-même, de savoir si une de ces opérations est possible, tout ça doit être bloquant. Ok, donc ça se fait quoi? Ça se fait via ce qu'on appelle un sélecteur. Et un sélecteur, ça se crée grâce au constructeur adéquat, selector, sans paramètres. Facile. Donc évidemment, pour ce sélecteur, hein, il va vous permettre de faire une opération d'attente que l'une des opérations du sélecteur puisse être réalisée. Vous allez vous mettre en attente. Okay? Donc ça veut dire que dans ce sélecteur, il va falloir décrire quelles sont les opérations qui vous intéressent. Est-ce que vous voulez attendre sur le canal 1, le 2, le 3, ou le 3 et le 4? Choisissez. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les channels, vous avez la possibilité d'enregistrer à l'intérieur d'un sélecteur donné un type d'opération pour ce channel. Rappelez-vous, les channels, ils peuvent faire éventuellement plusieurs opérations. Hein. Il y a des channels sur lesquels on fait des accept, serveur socket channel. Il y a des channels sur lesquels on fait des read-write. Donc, je sais pas, les socket channels ou les datagram channels, on peut faire des read et des write. Alors la question c'est, dans cet ensemble-là d'opérations que vous voulez faire, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que sur ce channel-là, vous voulez attendre des accepts? Est-ce que sur ce channel-là, vous voulez attendre des lectures, des écritures, des lectures et des écritures, des accepts, des lectures, des rangs? Vous décrivez tout ça. Pour chacun des canaux, vous allez dire quelles sont les opérations pour chaque canal que vous voulez écouter. Ok? Donc vous allez décrire ça grâce à la méthode register. Ok? Et ce que ça vous renvoie, c'est une clé de sélection. On verra tout à l'heure à quoi ça sert ces histoires de clés de sélection. Alors le second, bon, là je vous ai décrit les paramètres déjà par avance, par anticipation, mais c'est exactement ce à quoi ça sert, c'est-à-dire que le second paramètre, ou le premier, il n'y a pas de souci, c'est un sélecteur, on peut avoir plusieurs sélecteurs, et puis le second paramètre, c'est l'ensemble des opérations du channel que vous êtes en train d'enregistrer,
et qui vous intéresse de ranger dans le sélecteur. Et ça vous renvoie quoi? Pour ce paquet d'opérations sur ce channel-là, dans ce sélecteur-là, ça vous renvoie une clé de sélection. C'est-à-dire une espèce d'identifiant qui vous permettra de vous rappeler. C'est-à-dire quand une opération va pouvoir être faite tout à l'heure, ok? Vous attendez sur le canal 1 et sur le canal 2, eh bien, quand on va vous réveiller, on va vous dire tiens, c'est sur le canal 1 ou c'est sur le canal 2. Mais comment est-ce qu'on le fait? C'est pas ça qu'on vous renvoie, on ne dit pas c'est sur le 1 ou sur le 2. Parce que dans vos opérations, vous pourriez attendre la lecture sur le 1, l'écriture sur le 1, la lecture sur le 2, l'accept sur le 3. Donc évidemment, s'il se passe une lecture sur le 1 ou une écriture sur le 1, enfin si c'est possible, eh bien c'est pas la même chose. Donc, il ne suffit pas de vous dire quel est le canal sur lequel vous pouvez faire une opération. Il faut vous dire en fait ce que vous vouliez, c'était l'opération de lecture sur le 1. Et ça, c'est identifié par cette clé. Ok. À chaque fois que vous enregistrez quelque chose dans un sélecteur, à cet enregistrement, vous est attribué une clé. Et donc quand on va vous réveiller, on va vous dire tiens, c'est ce machin-là qui vous a réveillé. Alors, quelles sont les opérations que vous pouvez faire? En fait, il y a 4 opérations que vous pouvez faire sur les sélections non bloquantes. C'est accept, read, write, connect. Donc, ça veut dire sur les sockets serveurs, le accept peut être non bloquant. Sur les sockets TCP, eh bien, vous pouvez être bloqué ou non sur les read-write et les connect, parce que, bien sûr, l'opération de connexion peut être non bloquante. Vous pouvez demander à être en mode non bloquant, etc. Bon, pour chaque canal, si vous voulez connaître la liste des opérations valides sur ce canal-là, il existe une méthode qui s'appelle validOps et qui vous renvoie une combinaison de ces machins-là. Donc ces combinaisons-là, c'est des nombres tels que les sommes sont toujours différentes. Hein. En gros, c'est des bits à l'intérieur d'un champ de bits. Donc soit vous faites des sommes arithmétiques, soit vous faites des sommes logiques, bit à bit, et ça marche, c'est-à-dire des ou, bit à bit. Normalement, vous devriez savoir ça, donc j'insiste pas plus. Si vous ne savez pas, vous finirez bien par découvrir le mystère des sommes bit à bit. Alors maintenant, une fois que vous êtes vous avez configuré un sélecteur, pour lui dire, ouais, j'aimerais savoir s'il est possible de lire là, s'il est possible d'écrire là, s'il est possible de faire accept là, s'il y a un. Eh bien, ce sélecteur, eh bien justement, vous allez vouloir attendre les opérations grâce à select. Une fois que vous avez un sélecteur, si vous faites select, vous passez en mode bloquant et vous attendez qu'une de ces opérations soit réalisable. Ok? Bien sûr, la sélection elle-même peut être non bloquante. Si aucune opération n'est possible, avec le select, vous attendez que l'une devienne possible. Donc vous êtes bloqué avec select. La plupart du temps, on va être bloqué avec select. Mais on peut vouloir, pire que ça, on peut vouloir aussi être non bloquant dans le select. C'est-à-dire, si rien n'est réalisable dans l'ensemble des opérations du sélecteur, alors ce que je veux, c'est ne pas attendre. Donc je fais select now, si je le fais. Et là, on me dit, oui, une opération est possible, ou non, une opération n'était pas possible. On ne me met pas en mode bloquant. Ok? Donc ça, vous le savez, grâce au retour. Hein, le nombre qui est renvoyé par ces fonctions correspond au nombre d'opérations sur lesquelles, qui sont possibles. C'est-à-dire que vous voyez, vous attendez. Donc vous avez un sélecteur qui vous dit, j'attends une lecture sur le 1, une écriture sur le 2 et un accept sur le 3. Donc vous attendez en mode bloquant. Vous êtes réveillé. Peut-être qu'en fait, il y a 2 opérations qui sont possibles tout d'un coup. Hein. Il y a à la fois un message qui est arrivé sur le 3 pour faire le accept, et il y a à la fois un message qui est arrivé sur le 1 pour faire un read. Donc select, il vous dit, il y a 2 opérations. Vous êtes réveillé, mais il y a 2 trucs. Hein, donc vous attendiez à la fois le boulanger, le marchand de légumes et puis le boucher, et on vous dit, ah, vous pouvez aller chercher du pain et des tomates. C'est possible. Peut-être que les 2 sont réalisables à un instant donné. Une fois que vous avez été réveillé ou que vous avez un nombre d'opérations possibles, c'est-à-dire que select ou select now vous a envoyé une valeur strictement positive, eh bien vous pouvez connaître l'ensemble des clés pour lesquelles les opérations sont possibles. Donc vous avez quoi? Vous avez select keys pour le sélecteur qui vous renvoie l'ensemble des clés de toutes les opérations qui sont actuellement réalisables.
Donc si on vous a réveillé en vous disant il y a 2 opérations réalisables, on vous renvoie un ensemble dans lequel il y a au moins 2 opérations réalisables. Vous dire, tiens, pourquoi au moins 2? Parce qu'entre le temps où vous avez testé et qu'on vous a réveillé, il y a peut-être une 3e opération ou une 4e qui est possible. Voilà. Ok. Et puis, c'est un ensemble, donc c'est un set. S'il est non ordonné, bon, peu importe. Vous prenez un itérateur dessus, vous allez parcourir toutes les valeurs de cet ensemble. Et puis pour chacun d'eux, vous allez tenter de réaliser l'opération qui va bien. Et pour chacun d'eux, vous pouvez tester pour savoir quelles sont les opérations possibles. Ah bon, pourquoi? Imaginez, vous avez créé un sélecteur pour lequel la première opération que vous cherchez, c'est lecture ou écriture sur le canal 1. Si on vous réveille en vous disant ce machin-là, c'est possible. C'est quoi qui est possible? La lecture ou l'écriture? Donc on vous dit, ce machin-là est réalisable. En tout cas, on vous dit, quelque chose est réalisable là-dedans. Donc on vous renvoie la clé qui avait été créée au moment où vous avez fait l'enregistrement. Et quand vous interrogez cette clé de sélection avec Radiot, on vous dit, là-dedans, il n'y a que la lecture qui est possible, ou que l'écriture, ou que la... Enfin, je ne sais pas. Ok? Et puis, bien sûr, vous pouvez récupérer, pour cette opération-là, le channel qui est concerné par cette opération. Alors, il faut faire attention. C'est qu'en plus, quand vous parcourez ces machins-là, il faut bien prendre la précaution de supprimer ces clés dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un ensemble d'opérations réalisables, à chaque fois que vous traitez, vous faites le traitement correspondant à l'opération, il faut enlever la clé de l'ensemble, sinon vous allez avoir des ennuis. Ça signifie que vous avez fait le traitement, donc il ne faut pas le laisser dans l'ensemble. Bon, alors le plus simple, c'est peut-être de regarder un petit exemple, et puis on devrait arriver à faire des choses à peu près raisonnables. J'ai essayé de fabriquer, devinez quoi? Eh bien, un serveur qui se connecte sur 2 ports différents, enfin sur 2 entrées différentes. Alors on va essayer de le manipuler, et puis voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut bien se rappeler ce que je viens de raconter, vous savez, c'est un peu technique, et ces histoires de selection key, le sélecteur de channel, machin, qui sont liés à des machins du paquet Java I/O. Donc ok, regardons. Alors, voilà. Regardez celle-ci, je me suis créé une petite fonction pratique qui fait quoi? Eh bien, qui va, si je passe en paramètre un sélecteur et puis un numéro de port, donc ce que je veux faire, c'est en fait la chose suivante. C'est-à-dire j'ai un serveur qui lui va attendre sur 2 ports différents. Ça arrive aussi avec les serveurs web, il y en a plein qui font ça. Il y a des serveurs web qui répondent par défaut sur le port 80, et puis vous pouvez le configurer pour répondre aussi sur un autre port. Mais toujours en HTTP, mais c'est tout à fait possible parfois. Dans les URL, vous avez la possibilité de préciser ici le numéro du port sur lequel vous allez vous connecter. Donc si vous écrivez un machin comme ça, ou vous écrivez, je sais pas quoi, l'autre grand port classique, c'est 80-80. Mais vous pouvez faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un serveur sur lequel vous devez vous connecter en TCP sur le port 80-80, 8080, pour y converser toujours en HTTP. Donc ça peut être un serveur qui écoute, toujours pareil, ça peut être un serveur qui écoute sur le port 80, un autre qui écoute sur le port 80-80, un autre qui écoute sur le port je sais pas quoi en HTTP, ou alors un seul serveur qui écoute sur les 3, les 4, les 5 ports, et qui fait des choses différentes. Si vous l'appelez sur le port 80, il vous renvoie les informations habituelles officielles. Si vous appelez sur le port 80-80, j'en sais rien, il vous renvoie les drivers de votre PC, je sais pas quoi. Parce que c'est un vendeur de PC. Donc là, il vous fait toutes les pages commerciales, et puis là, c'est toutes les pages techniques, ou je sais pas quoi. Enfin, vous inventez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Bref. Donc si je veux faire ça, c'est ça que j'ai décidé, moi, c'est que donc j'ai voulu faire une espèce de serveur, HTTP, parce que j'ai pas encore les moyens de faire un HTTP, et puis j'ai pas envie de mettre toute la mécanique, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mécanisme d'asynchronisme sur l'attente sur les divers ports. Donc je veux un serveur capable d'écouter des connexions entrantes sur 2 ports différents. Un serveur capable d'écouter à la fois sur 80
et sur 8080. Et s'il y a un paquet qui arrive sur 80 et il fait une socket de service, il écoute sur l'autre, machin. Il ne peut pas le faire en bloquant, sinon je retombe sur mon problème de tout à l'heure, écoute canal 1, écoute canal 2. Je ne peux pas le faire en mode bloquant, donc je dois faire en mode non bloquant. Alors, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai créé ça. J'ai créé une petite fonction utile qui fait quoi? Qui va me permettre de créer des serveurs socket channel. Donc, ce que je veux, c'est faire des écoutes non bloquants, enfin des accepts non bloquants. Ok? Je veux faire des accepts non bloquants. Donc, ce que je veux, c'est créer des serveurs socket channel. J'en veux deux. J'en veux un sur le premier port, et puis je veux un autre serveur socket channel sur le second port. Je veux que les deux fonctionnent en mode non bloquant, et je veux attendre une connexion sur l'un des deux. Donc, je vais me créer un sélecteur, pour lequel la première opération qui m'intéresse, c'est des accepts sur le premier serveur socket channel, qui fera des accepts sur le premier port. Et puis la deuxième opération de mon sélecteur, c'est accept non bloquant sur le second serveur socket channel qui écoute sur le second port. Donc je me suis créé une petite fonction utile qui fait ça, c'est-à-dire qu'il me crée le serveur socket channel sur le port que je veux et qui l'enregistre dans le sélecteur. Donc, je passe en paramètre le sélecteur et puis un numéro de port. Voilà, première opération, je dois créer un serveur socket channel. Donc je ne peux pas le faire avec new, moi je vous rappelle. Je suis obligé de passer par une factory, une usine. Et cette usine, elle s'appelle Open. Donc je prends la classe serveur socket channel, j'appelle Open, et ça me renvoie un serveur socket channel. Donc je l'ai appelé SSC pour serveur socket channel. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je veux que ce serveur socket channel soit non bloquant. Donc configure blocking, false. Ok? Et puis, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il faut que je configure la socket, la serveur socket associée. J'ai créé une serveur socket channel. Ça m'a aussi créé une serveur socket. Évidemment, l'association avec le port d'écoute, machin, ça se fait là-dessus, en réalité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prends mon serveur socket channel et je récupère la socket. Donc, je récupère la serveur socket qui est associée à mon serveur socket channel. Très bien. Une fois que j'ai récupéré ma socket, je fais tout ce qui va bien, c'est-à-dire que je fais l'opération bind. Je l'associe à l'adresse qui m'intéresse. Donc, j'instancie init socket address avec le numéro de port, et puis je fais le bind sur la serveur socket. Donc, cette fois, c'est bon. J'ai mon channel non bloquant qui est associé à une socket qui est branchée sur le port qui m'intéressait. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je range dans le sélecteur qui m'intéressait. Je range quoi? Eh bien, je range évidemment le serveur socket channel lui-même, mais en précisant toutes les opérations possibles d'un serveur socket channel. Par défaut, ça doit être juste accept. Un serveur socket channel, il peut pas faire de connect, il peut pas faire de read et il peut pas faire de write. Donc les seules choses que renvoie valid ops, c'est l'opération machin accept. Selection key. Non, c'est pas selection key, c'est. Ah, j'ai perdu la mémoire, mais c'est l'une des trois. Hop accept. Si selection key, hop accept. Ok. Donc j'aurais très bien pu mettre ici, selection key, hop accept, si je veux. Ça, c'est une façon un peu feignante de dire en fait ce que je veux, c'est être en mode non bloquant et enregistrer toutes les opérations possibles qui m'intéressent sur cette socket-là. Alors, s'il y en a qu'une, c'est pas grave. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai pas de souci. Je renvoie quoi? Eh bien, je renvoie ma serveur socket channel. Donc j'ai une fonction pratique qui va pouvoir enregistrer autant. Donc je me crée un sélecteur et puis je vais mettre dans sélecteur autant de serveurs socket channel que je veux qui sont associés à la serveur socket sur le port que je veux. Ok. Donc l'autre partie, c'est le main. Le main, il est là. Puis après, on va expérimenter. Donc c'est exactement ce que je disais. Première chose, je me crée un sélecteur. Ok. Je récupère un sélecteur. Et puis qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'appelle ma fonction là qui va bien sur le sélecteur S. Donc ça crée la serveur socket channel qui écoute sur le port, dont la serveur socket écoute sur le port 50-123 et qui l'enregistre dans l'opération de sélection.
puisse en créer un autre, hein. Create server channel, qui enregistre dans le sélecteur une nouvelle serveur socket channel qui en gros écoutera sur le port, enfin fera des accepts sur le port 50124. Une fois que j'ai fait ça, bah c'est bon, je vais pouvoir écrire le code principal de mon serveur. Et le code principal de mon serveur, c'est quoi? Je vais bloquer sur est-ce qu'une de ces deux opérations est possible. En gros, est-ce que quelqu'un a tenté de se connecter sur le port 50123 ou est-ce que quelqu'un a tenté de se connecter sur le port 50124? Si c'est sur le 50123, je vais faire quelque chose. Si c'est 50124, je vais faire autre chose. Enfin, j'en sais rien. Donc, while true, c'est un serveur. Hein, les serveurs ne meurent jamais quasiment. Donc, en général, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, il met un petit message. OK, il attend qu'une connexion soit entrante. Il attend qu'une connexion entrante arrive. En faisant quoi? En faisant select sur le sélecteur. Mon sélecteur, c'est, je vous rappelle, hein, j'attends que quelque chose entre sur le 50123 ou j'attends que quelque chose entre sur le 50124. Voilà. Mais c'est en mode bloquant ici. J'ai fait un select, pas un select now. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait un select, c'est que quand je suis libéré de mon select, puisque c'est bloquant, c'est que forcément quelque chose s'est produit à l'intérieur. S'il y avait eu une erreur, genre une exception, tout ça, donc je m'en fiche. Donc, peu importe. Ce que je sais, c'est qu'une fois que le select a opéré, qu'est-ce que j'ai? J'ai nécessairement un ensemble d'opérations possibles. Au moins une. Je suis réveillé, c'est qu'au moins une opération était possible. Quelque chose est arrivé sur le 50123, ou quelque chose est arrivé sur le 50124, ou plusieurs choses sont arrivées sur le 50123, ou plusieurs choses, ou des mélanges aussi compliqués que vous voulez. Mais au moins une opération est possible là-dedans. Donc, qu'est-ce que je récupère? Je récupère, je vous rappelle, un ensemble. Selected keys me renvoie l'ensemble de toutes les opérations possibles là-dedans. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un itérateur qui va me permettre de prendre toutes les opérations possibles une à une et de les traiter. Donc, qu'est-ce que ça me renvoie, itérateur? Ça me renvoie un itérateur sur les selection keys. Donc, les itérateurs, c'est quoi? C'est des objets Java, c'est un grand classique qui vous permettent de parcourir une structure, une collection. Vous avez une collection d'objets. Une liste doublement enchaînée, un arbre, un ensemble, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. C'est quoi ces machins-là? C'est ce qu'on appelle des collections. C'est-à-dire que ce sont des objets, des containers dans lesquels vous en rangez d'autres. Et pourquoi vous les rangez? C'est parce qu'un jour, vous aimeriez bien pouvoir les retrouver. Vous aimez bien pouvoir ouvrir la boîte et ressortir tous les trucs, un par un. Donc comment on ressort les objets un par un? Toutes les collections ont ce qu'on appelle un itérateur. C'est-à-dire que vous en prenez un, puis vous en prenez un autre, vous en prenez un autre jusqu'à ce que vous ayez épuisé toute la collection. Un itérateur vous permet de retirer ou de parcourir tous les éléments d'une collection un par un. Donc j'ai mon itérateur, et comment ça fonctionne un itérateur? Eh bien, asNext est une méthode des itérateurs qui vous dit oui, il y a encore des objets dans la collection que vous n'avez pas vus. Donc tant que j'ai des objets que je n'ai pas vus, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je récupère un élément dans la collection. Donc next, pour les itérateurs, c'est une opération qui vous renvoie un élément que vous n'avez pas vu et qui vous permet et qui déplace cet itérateur. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les itérateurs ou qui les utilisent sans savoir, un itérateur, c'est la version faible des itérateurs, c'est le i des boucles for i égale machin. Donc le next, ça fait à la fois récupérer le ième élément de la collection et puis le i++. Les boucles for sont des versions faibles des itérateurs. Donc très bien, vous avez récupéré l'élément et il faut vous empresser comme je vous l'ai dit, ça c'était indiqué tout à l'heure. C'est très important, mais il fallait absolument, une fois que vous avez pris un objet dans la collection des opérations faites, il faut penser à la supprimer, cette opération de la collection. Donc c'est ce que je fais ici dans le code. Je prends bien soin de supprimer l'objet. OK? Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, très bien. J'ai retiré un objet de cette collection. Un objet de cette collection, c'est une selection key. C'est-à-dire quelque chose qui me représente une des opérations dont j'avais demandé si c'était possible.
Donc si on me l'a renvoyé, c'est qu'une de ces opérations est possible. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je récupère le channel qui m'intéresse. Donc derrière cette selection key, c'est sûr, il y a un channel. Et qu'est-ce qui m'intéressait? Je voulais faire que des accepts, donc je ne me pose pas la question. Je sais que ce channel est nécessairement un serveur socket channel, donc ok, très bien, je fais la conversion. Et puis une fois que j'ai ce serveur socket channel, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire le accept. Donc je récupère le serveur socket qui est derrière et je fais le accept dessus. Et je sais ça que ça marche. Forcément. Parce que si j'ai été débloqué du select, c'est que nécessairement, sur ce channel-là qu'on m'a renvoyé dans la collection, forcément le accept était faisable. Donc certes, ce accept-là est bloquant, mais je sais qu'il va marcher. Donc je serai bloqué le temps de le faire, c'est tout. Je sais que ça marchera. Ok? Donc j'ai pas de souci. Une fois que j'ai fait ce accept, qu'est-ce que ça m'a renvoyé? Une socket de service. Et puis avec cette socket de service, eh ben, je fais mon serveur qui va bien, c'est-à-dire je n'ai pas écrit ici ce que fait serveur, mais je peux imaginer que c'est un truc qui communique avec ma socket et qui va faire différentes choses. Alors je vais faire l'expérience, c'est-à-dire cette fois j'ai décortiqué le code et puis on va regarder comment il marche pour de vrai. Je vais avoir une classe serveur et puis je vais aussi avoir des clients. Il faut que j'essaye avec des clients puis on verra bien. Alors c'est pas toujours facile de tester, mais ça devrait vous convaincre. Donc j'ai mon sélecteur exemple, mais je pense que ça c'est le code complet de la partie serveur. Donc il y a aussi le bout serveur là qui fait la réponse. On va regarder. Ok. Donc il n'y a pas de souci. Le code principal, c'est exactement celui que je vous ai montré. C'est la partie qui m'intéressait. Hein. Donc la fonction create server channel, qui va bien. Hein, donc qui crée un serveur socket channel, dont la serveur socket associée a fait le bind sur le bon port, et qui est enregistré automatiquement dans le sélecteur, en mode non bloquant, blablabla. Le main, c'est exactement ce qu'on a vu. C'est pareil, le main, ça consiste simplement, essentiellement, à créer mes serveurs socket channel, donc sur le port 50-123, 50-124, je pourrais en rajouter un troisième, un quatrième, ça n'a aucune importance, ranger ça dans le sélecteur et faire quoi? À l'infini, attendre que quelque chose se produise sur l'un de ces machins. Quand l'un de ces machins est possible, eh bien je vais réaliser l'opération. Cette opération consistant à établir une connexion et à faire un dialogue. Et la connexion étant incarnée par ma classe serveur. Ma classe serveur étant un thread, donc j'ai fait une version multithreadée de ce serveur-là. Ok? Et que fait le serveur? Bah, il ne fait pas grand-chose, le serveur. Il écrit simplement un petit message sur le client. Ok, il envoie un message au client. Donc c'est pas rien de bien mystérieux, pardon. Et le petit message, c'est quoi? Ouais, bon, il y a un numéro de je sais pas quoi de connexion, et puis il affiche aussi, comme ça on sera un peu convaincu, il affiche le numéro de port sur lequel la connexion a été réalisée. Comme ça je vois un peu, je vais voir que les machins arrivent aux bons endroits. La partie cliente, hein, elle, n'a rien de particulier. Hein. La partie cliente, c'est vraiment un truc ordinaire. Je me connecte sur un serveur, donc ici je le fais sur le réseau sur mon propre réseau local, mais ça n'a aucune importance. Donc là, le seul paramètre que prend le client, c'est simplement le numéro de port. Donc je pourrais lancer un client qui se connecte qui essaye de se connecter sur le serveur sur le 50-123, ou sur le 50-124, ou sur un autre s'il y en avait plusieurs. Et puis qu'est-ce que je fais là-dedans? Il ne fait pas grand-chose, le client, évidemment. Il attend le message que le serveur est censé lui renvoyer. Donc c'est un service idiot. Hein. Vous connectez sur le 50-123 ou le 50-124, ça vous renvoie un message pour vous dire bonjour, vous êtes connecté sur le 50-123 ou bonjour, vous êtes connecté sur le 50-124. Ok. À partir de là, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Alors, on va essayer d'exécuter ces machins-là.
perdu. Je vais nettoyer ça pour être sûr qu'il n'y a pas de bêtises qui traînent. C'est quoi? C'est sélecteur exemple. Et l'autre, il faut que je recompile le client aussi. Donc, eh bien, tiens, je vais faire des opérations comme ça. Alors, je vais d'un côté lancer le serveur. Très bien. Donc le serveur, il a fait toutes ces manips là, hein. Il a créé le sélecteur, il a créé les serveurs socket channel qui écoutent sur les deux machins. Je devrais pouvoir observer, si je suis curieux, que normalement les opérations doivent pouvoir opérer sur 50, 123 et 50, 124, en espérant que je n'ai pas utilisé des... Vous voyez? Donc je vois ici, bon, je vais simplement lancer le serveur, hein. Il a fait le select, là, il est bloqué, il attend des connexions entrantes sur les deux ports. Et je le vois bien ici, hein. Ce que je vois, c'est que sur mon réseau local, il y a une attente sur le port 50-123 et une attente sur le port 124. Donc, ça veut dire que je peux tenter une connexion sur l'un de ces deux ports si je veux. Très bien. Alors, je vais essayer. On va voir. Donc, je vais lancer un client et je vais dire, bah tiens, je vais lancer un client qui lui va essayer de se connecter sur le 50-123. On va voir ce qui se passe côté serveur. Alors, j'ai rien vu sur le côté serveur puisqu'il ne fait pas d'affichage, hein, mais vous avez vu quand même que il est probablement sorti du select, il a fait l'accept qui valait bien, il a lancé le trade machin, tout ça, ça produit aucun affichage côté serveur, mais il est reparti dans la boucle, hein, puisque je constate que il est revenu sur le message. Donc il s'est remis en attente, en écoute, encore sur le port 123, enfin 50-123, 50-124. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai eu, hein? Eh bien, vous voyez, le serveur, hein, il m'a renvoyé un machin pour me dire « Ouais, pas de souci. Vous vous êtes connecté sur le port 50-123. » Bon, vous me direz, je le savais, puisque c'est moi qui l'ai demandé. Mais... Tout ça pour dire que c'est sûr, j'ai bien les bonnes informations. Alors je peux essayer, hein, je peux essayer de me reconnecter une autre fois. Ça marche bien. Donc là, je vois bien que c'est pas un autre serveur, c'est pas un autre machin, parce que déjà, j'ai un compteur qui est incrémenté. À chaque fois que je me connecte, j'avais ce compteur. Bon, 0, 1, 2, machin. Mais je peux essayer aussi sur 50, 124. Si j'essaye sur 50, 124, ça marche aussi. Et on voit bien que tout ça, c'est bien le même serveur, puisque cette fois, le numéro de connexion, c'est 2. Donc j'ai toujours le même serveur. Une seule application qui écoute sur deux machins différents, qui fait des réponses différentes selon la façon dont vous la connectez, et qui fait de façon atomique bloquante l'écoute sur les machins. Bien sûr, toutes les opérations de lecture et d'écriture aussi, je pourrais éventuellement les faire en mode bloquant ou non bloquant si ça m'intéressait, hein. Il y a une chose ici, c'est que bien sûr les sockets que j'utilise, elles sont bloquantes. Donc le dialogue, il est nécessairement bloquant, hein. Si jamais le serveur se mettait en lecture et que le client n'envoie jamais rien, bah, il serait bloqué, hein, côté serveur. Donc bien sûr, ça aussi, je pourrais, si je voulais, le mettre en mode non bloquant. Mais de façon similaire. Simplement, ce qu'il ne faudrait pas que je bloque sur les accepts, mais sur des socket channels que j'aurais créés à partir des sockets, blablabla. Tout ce que bon vous semble. Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là.